on a vu que c'était tout le temps le même message qu'on répétait. Oui. Tout le temps. Le Covid est une pandémie mortelle, il n'y a pas de traitement. Le seul remède, c'est la vaccination de masse. On y arrivera quand on aura atteint l'immunité collective. C'était ce discours-là qui était répété en long, en large et en travers. Pourquoi on vous répète toujours le même discours ? Puisque vous avez dans l'école de Palo Alto qui avait montré que quand vous répétez pendant plus de 21 jours quelque chose à quelqu'un, eh bien son cerveau va se câbler de façon différente. Il va se connecter de façon différente et donc du coup, ça va créer des automatismes. Et donc ces informations, ça va être ancré dans le cerveau, même si après on vous dit que c'est pas vrai, mais c'est devenu un automatisme. Donc matraquer pendant 21 jours une information, au moins 21 jours, permet effectivement à quelqu'un d'assimiler cette information-là comme étant... son cerveau se câble différemment. Et donc après, il développe des automatismes et ça crée aussi une pensée unique. Or là, ça fait pas 21 jours. Ça fait 2 ans. Ça fait plus de 2 ans. Ça fait quand même 2 ans. Donc vous imaginez, il y a des gens aujourd'hui, il y a des gens d'ailleurs que je ne vois qu'avec le masque. Ou qu'ils ont peur de se serrer la main, qu'ils ont peur de s'embrasser. Il y a des gens qui vous disent, bon, ça fait 2 ans que j'ai pas serré ma maman, que j'ai pas embrassé ma maman. Donc vous voyez comment c'est ancré profondément, même si aujourd'hui, même quand on dit des fois le port du masque à l'extérieur n'est plus obligatoire, les gens continuent à le porter. Alors qu'aujourd'hui, la plupart des études scientifiques qui ont été faites, d'ailleurs on le savait depuis longtemps, vous disent que le port du masque en extérieur, c'est une aberration. C'est aller encore plus dans un milieu tropical où on sait que les rayons UV détruisent le virus avec la chaleur, l'humidité, la salinité. En plus, nous sommes dans une région quand même assez rurale, on n'est pas dans des régions denses. Donc aujourd'hui, on sait que ça sert à rien, mais pourtant en même temps, il faut dire qu'on a des autorités qui nous disent de le porter, mais là aussi, ça défie toute logique scientifique. Mais justement, est-ce que la répétition permet d'expliquer le fait qu'on accepte comme logique quelque chose qui ne l'est pas ? Tout à fait, ça fait partie des stratégies de manipulation. Ça fait partie d'une stratégie de vous répéter plusieurs fois la même chose et de vous donner qu'un seul discours. Donc même si ça n'a pas de sens, pour nous, ce sera normal. Vous répétez, ça va devenir un automatique. C'est comme un enfant. Quand vous lui dites toujours, il faut dire bonjour, il faut dire merci, ça va devenir des automatiques. Sans avoir à le taper. Parce que si vous utilisez la violence de façon directe, eh bien la personne va se rebeller, ça ne deviendra pas un automatique. Il va le faire pour vous faire plaisir, mais il ne va pas le faire parce que lui pensera que c'est bon. L'intérêt de la manipulation, c'est que vous soyez convaincu que c'est bon pour vous. C'est ça qui est important. C'est qu'on vous manipule par le choc, par l'isolement, par la télé, et pour que vous croyiez que tout ce que vous dit, c'est bon pour vous. Et vous allez avoir des gens qui vont vous dire, non, il faut faire ça, il faut suivre le gouvernement, c'est bon. Même si aujourd'hui, et c'est ça que c'est important, c'est les conséquences que ça crée sur notre psychisme, ce type de manipulation. Puisque du coup, vous allez avoir des gens qui vont vous dire, mais c'est bon ce que fait le gouvernement. Et que dès que vous allez remettre en question, vous allez être combattu. Ça crée ce qu'on appelle une hypnose de masse. Et donc, quand vous arrivez dans ce type d'hypnose de masse, eh bien, du coup, c'est inquiétant, puisqu'on l'a vu, les pays qui ont vécu ce type d'hypnose de masse, on l'a vu, c'était l'Allemagne nazie, c'était l'Italie de Mussolini, c'était le Rwanda, lors du massacre des Hutus avec les Tutsis. Donc, c'est pas toujours ça entraîne des dérives totalitaires. Et le fait d'être reprogrammé, d'avoir des nouvelles valeurs, des nouveaux comportements avec tout ce langage-là qui est créé, ça crée des personnes qui sont différentes et qui sont attachées à ce nouveau monde, à ces nouvelles valeurs. Parce qu'elles sont convaincues que c'est bon pour eux. Elles sont sous hypnose. Donc, vous aurez beau leur montrer tous les arguments, elles auront de la difficulté à vous croire. Alors c'est ça aussi la difficulté quand on met une société sous hypnose. Et c'est pour ça que ce qu'a fait le gouvernement, ce qu'ont fait les différents gouvernements, c'est extrêmement grave parce qu'ils ont été extrêmement malveillants et avec une maltraitance envers les populations. On le voit avec le nombre de suicides, le nombre d'anxiétés, de gens qui sont sur antidépresseurs. Et puis une fois que vous avez des gens aussi maintenant qui sont pris dans un engrenage. Hein, ça c'est aussi la théorie de l'engagement. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai accepté une dose, je prends la 2e dose, je prends la 3e, et ainsi de suite. Et après, où est-ce qu'on s'arrête? Et surtout, où vont être les dérives, en fait, hein? Où seront les dérives? Aujourd'hui, on parle de Covid, demain, ça sera quoi? C'est-à-dire qu'on peut vous faire accepter n'importe quoi. Je suis sûre qu'il y a 3 ans,
si on aurait dit à des gens que pour aller au restaurant, il faudrait qu'ils prennent une injection expérimentale dont on ne connaît pas les effets indésirables sur le long terme, dont on ne sait pas ce que ça va entraîner, qu'ils n'ont qu'une AMM conditionnelle pour un virus dont le taux de survie est de plus de 99%, ils auraient rigolé. Ils auraient dit n'importe quoi, mais c'est quoi ils vous Tout le fait de présenter aussi une pièce d'identité, un pass pour pouvoir prendre un café, effectivement, on aurait trouvé ça complètement aberrant. Ils vous auraient traité de complotiste. Clairement, très clairement. Et de dire que vous pouvez avoir une amende si vous prenez votre café debout et pas assis. Vous êtes puni d'emprisonnement si vous avez un faux pass avec des amendes de 1 000 euros, pas 250 euros, 1 000 euros. C'est fou, c'est-à-dire qu'on est en train de criminaliser des comportements qui étaient des comportements normaux, qu'on avait d'habitude, en des comportements illégaux. On utilise le droit et aujourd'hui, l'État même ne respecte plus ces normes. Par exemple, le 6 janvier 2022, le Conseil d'État avait dit que pour la vaccination des enfants de 5 à 11 ans, il faut l'autorisation des deux parents. Ils l'ont remis en question. Monsieur Véran a dit ça. Là, vous avez une directive qui s'appuie sur quoi? On ne sait pas. Qui vous dit il faut l'autorisation que d'un seul parent. Exact. Or, normalement, on ne peut pas vous retirer l'autorité parentale comme ça. L'autorité parentale, ça se retire vraiment si vous faites un crime extrêmement grave, un viol, je ne sais pas, mais pas comme ça, ou par la loi. La loi du 5 août a retiré l'autorité parentale sur la question du Covid pour les adolescents. Et donc là, on descend. Mais là, dans l'occurrence, il n'y a pas de loi. Donc on va vraiment vers une dérive totalitaire. Est-ce qu'on n'est pas justement en train de tendre vers un nouveau système qui se passe de l'arsenal législatif, qui se passe des lois et qui arrive justement à mettre en application quelque chose sans pour autant que ce soit voté, sans pour autant que ce soit ratifié? Parce que sur les obligations, concrètement, il n'y a pas eu d'obligation. Les gens se sont sentis plus ou moins incités à y aller, mais concrètement, il n'y a pas d'obligation. Il n'y avait pas d'obligation. C'est vrai, quand vous discutez avec les avocats, même eux se retrouvent perdus parce qu'aujourd'hui, on est dans l'illégalité la plus totale. C'est-à-dire que, par exemple, là, l'exemple avec les parents, il n'y a pas de loi qui dit au gouvernement, qui fait qu'on a retiré l'autorité parentale. Non, c'est une directive. Voilà. Où est la légalité? De la même façon, normalement, on aurait dû, ces autorisations de mise sur le marché sont extrêmement questionnées, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des traitements. On sait que l'efficacité est moins de 50%. Vous savez que pour avoir une autorisation de mise sur le marché conditionnelle, il faut plusieurs conditions, dont avoir aucun traitement qui existe pour soigner la maladie. On sait qu'il y en a. Oui. Plein qui ont été testés et prouvés des études scientifiques. Et 2, il faut que le médicament soit efficace au moins à plus de 50%. On sait qu'avec Omicron, c'est efficace à 30%. Donc déjà, rien que ça devrait être mis en question. Et puis, vu le nombre d'effets indésirables, normalement, on aurait dû remettre en question. Donc, on est dans une inégalité. Mais tout ça s'est passé sous silence. Et il y a quelque chose de particulier qui s'est produit. C'est que pendant 1 an et demi, effectivement, il y a eu une omerta, donc il y a eu un seul son de cloche. Mais les gens avaient quand même les données qui étaient disponibles. Et même en leur présentant les données, on balayait tout ça d'un revers de main en disant « Ah non, ça n'a pas d'impact. Ah non, il n'y a pas d'effet secondaire. Tout va très bien. » Là, on est vraiment clairement dans ce type de dérive totalitaire dans lequel tout ce qui contredit au narratif du gouvernement sont mis de côté et sont même poursuivis. On l'a vu, ou sont même chassés des plateaux de télévision où il y a une vendetta qui se fait. On l'a vu avec le professeur Perron, d'ailleurs, qui était venu ici. Une vendetta avec le professeur Didier Raoult, avec Louis Fouché, mais on le voit ici chez nous. On le voit ici chez nous, une répression féroce qui se fait par exemple avec les syndicats, avec les gens du collectif, avec des jeunes, toutes les personnes qui pourraient, vous éveiller, donc les lanceurs d'alerte. Donc moi, ça me fait penser un petit peu, vous voyez, au film Matrix. Toutes les personnes qui pourraient être comme des Morpheus ou qui pourraient vous éveiller, tous ces lanceurs d'alerte, il faut les faire taire. Il faut les faire taire parce qu'il ne faut surtout pas que vous sortiez de votre hypnose. Vous êtes en fait, entre guillemets, sous manipulation, donc il ne faut surtout pas sortir de ça. Et qu'est-ce qui peut vous faire sortir de l'hypnose? C'est la résistance. Pour bien comprendre, vous avez un psychiatre, Mathieu Besdet, qui en a parlé et qui disait actuellement ce qui se passe honnêtement. Alors c'est Mathias Desmet qui expliquait justement qu'aujourd'hui, il y a une partie de la population qui ne voit pas. Et il expliquait que ce processus-là, en fait, on a été en hypnose de masse, et vous avez 20 à 30% des gens qui, eux, n'arrivent pas à voir ça. Ils n'arrivent pas à voir qu'ils ont été induits en erreur, et au contraire,
ils vont vous poursuivre, vous, parce que vous leur dites la vérité, parce qu'ils ne veulent pas s'en rendre compte. Et on se rend compte que quand vous avez, que dans toute société, vous avez à peu près 30% des gens qui, eux, vont adhérer au narratif. Hein, puis on le voit par exemple dans les taux de vaccination, je pense qu'ici c'est intéressant son analyse, sa grille d'analyse. Vous avez 40... on tombe pile poil presque. Oui, parce que et vous avez 40% des gens qui sont entre les deux. Ces gens-là sont malléables et ces gens-là, les 40%, c'est en fait c'est les pivots, c'est la clé. S'il y a une forte résistance, les 40% vont basculer du côté des résistants. Donc on n'arrivera pas dans l'hypnose de masse. Donc il expliquait, généralement vous avez 30% de résistants. Donc si les 40% qui sont malléables, mais qui vont suivre, parce que les humains sont conformistes. Hein. S'ils voient qu'il y a une résistance, une alternative qui est là, qui tient, ils vont suivre. Donc que fait le pouvoir dominant? C'est un manipulateur. Il faut détruire les 30% de la résistance. Ou il faut faire en sorte qu'elle n'émerge même pas. Et donc, c'est s'attaquer violemment à la résistance, donc c'est la criminaliser, on l'a vu avec Justin Trudeau, criminaliser la résistance, dire que ce sont des malfrats, des violents, tout ça, matraquer ça dans les médias, il faut la même chose, répéter la même chose aux gens, matraquer dans les médias, faire passer ces messages-là pour que les gens associent la résistance à des criminels. Or, et c'est pour ça que c'est intéressant, moi je m'intéresse aussi à ça, la contestation, or ce sont les 30% de résistants qui permettent aux 40% de tenir et qui vont permettre aussi aux 30% sous hypnose de se réveiller et de sortir de là. Parce que si votre société bascule dans l'hypnose, je l'ai dit tout à l'heure, c'est des sociétés qui sont prêtes à accueillir des régimes totalitaires, qui font confiance à leurs dirigeants. Et les dirigeants, du coup, c'est parfait pour eux, ce type de société, parce qu'ils peuvent manipuler, mentir. Et on le voit, on a un gouvernement qui passe son temps à mentir. On n'a jamais vu ça. Il passe son temps à mentir. Et les gens adhèrent. Les gens continuent à adhérer. Et donc, pour qu'ils puissent tenir, il est obligé de mentir encore plus fort. Et donc, si vous avez cette résistance-là qui tient le coup et qui permet de démontrer les messages, les mensonges du gouvernement, eh bien là, les 30% peuvent se réveiller. Et les 40% ne basculent pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on le voit d'ailleurs, on le vit chez nous en Guadeloupe, qu'il faut à tout prix couper la tête de la résistance. Couper les résistants, couper le collectif, à tout prix. Parce qu'une fois que vous avez dit tout, alors toujours, je dis bien, avec cette grille d'analyse, hein, c'est une lecture que j'apporte avec les travaux de Mathias Desmet, vous avez une autre grille d'analyse, vous aurez un résultat différent. Mais avec cette grille d'analyse, ça nous permet de comprendre peut-être pourquoi le gouvernement est aussi répressif. Pourquoi on a envoyé autant de GIGN? Vous imaginez? Sur un tout petit territoire. GIGN, ça vient généralement quand il y a les actes de terroristes, ainsi de suite. Mais là, on a invité le GIGN. Donc ça veut dire qu'on ne veut pas que la résistance se fasse. Une volonté. Et c'est important de bien prendre conscience de ça, parce que vous voyez ce qui se passe au Canada? Ça a des répercussions. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ce qui se passe, ça a des répercussions. Ce qui s'est passé en Guadeloupe, ça a des répercussions partout. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire taire le foyer en Guadeloupe pour pas que ça ait des répercussions en France. On l'a vu pendant le LKP, il fallait faire taire aussi le LKP pour pas qu'en France, les gens se réveillent aussi. Donc, ça permet aussi d'avoir un autre regard. Quand vous changez de grille d'analyse, ça permet d'avoir un autre regard et de regarder finalement la résistance et les mouvements de résistance de façon différente en se disant, ah ben tiens, finalement, ces gens-là que, bon, peut-être j'apprécie plus ou moins, ben tiens, ils sont en train, finalement, ils m'aident à tenir, moi qui suis 40%, ou moi qui suis dans l'hypnose de masse, ils m'aident à ne pas basculer vers un régime, en fait, de folie où, et ce que je ne souhaite pas pour notre peuple, c'est qu'un jour on arrive, si on continue dans cet état d'hypnose de manipulation, où vous avez au Rwanda votre voisin Hutu qui a été massacré, sa famille tout de suite, parce que justement, il y avait la radio Mille Collines, hein, qui était très célèbre pour lancer des messages haineux. Et les gens étaient manipulés, pour eux, ils ont fait le bien. Donc là aussi, ou de pas arriver comme en Allemagne nazie, où des gens dénonçaient leurs voisins, des gens conduisaient des juifs, des syndicats, des tziganes. Donc c'est important de bien prendre en compte tout ça et d'avoir des grilles d'analyse différentes pour se dire, ah mais tiens, ça, peut-être que c'est intéressant. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de vous rendre compte, une fois que vous avez ce type d'analyse-là, d'observer. Parce que le système produit ses résistants, mais il produit, alors un peu comme dans le film Matrix, produit ses Néo et ses Morpheus, mais il produit aussi ses agents Smith. Il produit des personnes qui vont justement essayer de contrecarrer. Alors Noam Chomsky appelait ça les contre-feux. Donc vous allez avoir
des gens, des experts qui vont émerger comme ça et qui vont vous mettre à se critiquer, mais de façon des fois assez violente. On les a vus. Eh bien voilà, observez. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez cette grille d'analyse, vous pouvez observer et dire, ah, ça c'est un Morpheus, ça c'est un agent Smith. Vous voyez, vous pouvez essayer d'observer et dire, ah, lui il fait une opération de contre-feu, c'est-à-dire qu'il faut à tout prix qu'il éteigne ce qui a été dit. Et donc, observez bien les noms, les discours, ce qui se fait, ce qui se dit, parce que les gens vont émerger de même, vous voyez. Donc ça, c'est intéressant du coup. Et donc, moi, je m'amuse un petit peu parce que du coup, j'observe, je regarde, vois un petit peu. Comment être sûr, finalement, de qui sont les Morpheus, qui sont les Néo, qui sont les autres? Comment être sûr? Parce que chaque camp, finalement, est persuadé de détenir la vérité. Et de faire le bien, au final de compte. Tout à fait. C'est pour ça que ça dépend de la grille d'analyse. Moi, je vous dis que je regarde en fonction des acteurs qui sont en situation de domination. Moi, je m'inspire des travaux d'Orlando Falsborda qui disait justement d'aller au contact du peuple, je m'inspire des travaux de Paulo Freire qui disait justement les gens qui sont en situation de domination, de leur donner les armes intellectuelles pour comprendre leur domination. Donc moi, je m'inspire de ces chercheurs-là. Je m'inspire aussi des chercheurs de Harvard, du Third World Approach to International Law. Excusez-moi. Des chercheurs qui s'intéressent à la contestation et qui montrent comment la contestation peut faire changer les choses. Bon, ça prend le temps que ça prend. Vous l'avez dit, ça fait quand même 2 ans qu'on est dans un climat quand même qui est anxiogène, un climat de peur. Certains journalistes effectivement même vont sur ce genre de discours. On sent que le vent est plus ou moins en train de tourner. Mais on a eu une petite sortie de Gabriel Attal qui est assez intéressante où il parlait effectivement du contrat social, du candidat, du futur potentiel candidat Macron, un contrat social, et c'est vrai qu'il nous rabâche souvent la notion des devoirs qui passent avant les droits. Alors on fait le comparatif avec le crédit social à la chinoise. Est-ce que c'est vraiment vers ce type de société qu'on peut tendre? Bien, il faut que nous soyons extrêmement vigilants. Parce qu'aujourd'hui, on a utilisé le Covid, à mon sens, toujours avec cette grille d'analyse, comme un cheval de Troie pour faire passer un certain nombre de choses et pour éroder nos droits fondamentaux. Notre liberté de penser, notre liberté de circuler, notre liberté de travailler, notre droit à avoir un travail, à être rémunéré, le droit à l'indisponibilité de notre corps, notre droit à donner notre consentement libre et éclairé, tout ça, ça a été érodé pour des objectifs de santé publique qui sont extrêmement douteux. Hein. Et donc, c'est vrai qu'on a un gouvernement qui a pris une pente descendante. Là, on voit que petit à petit, même l'autorité parentale est érodée, la famille a été profondément érodée, les gens ont perdu leur emploi. Il y a des drames qui se vivent en ce moment. Clairement. Vous avez des gens, des soignants qui sont suspendus, ça fait 3 mois qu'ils n'ont pas de salaire alors qu'ils n'ont commis aucune faute. Juste parce qu'ils ont émis des craintes et des réserves sur une injection génétique expérimentale qui peut être retirée à n'importe quel moment. On l'a vu dans le cas d'AstraZeneca. Et donc, c'est vrai que le gouvernement s'est permis énormément de choses. Et donc, au fur et à mesure que vous faites sauter les barrières qui existaient, les verrous, les droits humains fondamentaux ont été sautés, on est en train effectivement de changer le contrat social vers un monde où finalement vous n'êtes même plus propriétaire de votre corps, où vous perdez votre liberté, on vous permet. On ne retournera pas au monde d'avant, parce qu'on a perdu. Là, aujourd'hui, on vous permet de... Vous avez un couvre-feu, vous ne comprenez même pas pourquoi, ça ne s'appuie pas sur des bases scientifiques. Claire. Le virus, il n'est pas plus virulent à 20h qu'à 8h du matin. On dira que c'est pour éviter les rassemblements un peu festifs, d'éviter que les gens consomment de l'alcool. Il faut... Mais vous voyez, non. Il faut des preuves scientifiques, des études à l'appui. Aujourd'hui, il y a des études à l'appui qui ont montré que ce type de mesures-là n'ont aucun impact sur la circulation du virus. Ce qui a un impact sur la circulation du virus, ce sont les traitements précoces et les détections précoces. Donc aujourd'hui, il faut qu'on soit extrêmement vigilant, puisque vous avez d'ailleurs des discours qui me font un peu froid dans le dos, quand vous avez Martin Hirsch, l'ami de certains, donc le directeur de la PHP, qui vous dit qu'il ne sait pas si les non-vaccinés devraient avoir accès aux soins, on devrait les réanimer. Quand vous avez des professeurs de médecine qui vous disent
peut-être qu'il ne faudra pas réanimer les non-vaccinés. C'est grave. C'est incroyable. Dans ce cas-là, il ne faudra pas réanimer les gens qui ont fumé, non, mais les obèses, les diabétiques. Mais tout le monde contribue à l'effort national, puisque tout le monde paye la sécurité sociale et tout le monde a droit aux prestations sociales, puisque on paye. Donc, effectivement, on ne comprend pas d'où sort ce débat, comment même ça a pu arriver sur les ondes. Ça, c'est intéressant parce que c'est une stratégie de manipulation. Ça s'appelle la fenêtre d'Overton. Donc avec la fenêtre d'Overton, vous êtes en mesure de faire passer une idée qui était considérée comme radicale, une idée inacceptable, en idée acceptable. Et donc petit à petit, par ça, donc vous avez plusieurs, ça se fait en différentes étapes. Hein. Vous avez une étape où on fait une idée donc de l'impensable au radical. Donc Overton avait montré justement cela avec le cannibalisme. Hein. On va commencer par faire des colloques scientifiques. On va commencer par dire que finalement peut-être que c'est un intérêt. Ensuite, on va le faire accepter. On va faire des colloques. On va en parler à la télévision. Et puis au fur et à mesure, vous allez avoir des mouvements qui vont se créer. Et puis au fur et à mesure, vous allez avoir des stars qui vont parler de ça. Et puis au fur et à mesure, vous allez avoir des lois qui vont passer. Et donc là, on est vraiment en train d'être dans cette fenêtre d'Overton où on est vraiment en train de faire passer des lois qui sont complètement impensables en fait. Alors, jamais on n'aurait pu penser ce genre de choses. Eh bien, on est en train de le faire accepter aux gens. En diffusant les choses, en faisant des colloques, en répétant, en utilisant les médias, en répétant la même chose, en disant que oui, pourquoi pas, ça pourrait être important, ça pourrait être utile. Puis vous avez des débats dessus. Donc ne serait-ce que le fait d'avoir un débat, de dire ça, de l'écrire, d'avoir des tribunes, d'avoir des professeurs de médecine qui disent ça, eh bien ça joue. Et puis également, quand vous avez des professeurs de médecine, des scientifiques qui disent ça, ça a un impact important. Vous savez, vous avez ce qu'on appelle l'expérience de Milgram, qui avait été menée dans les années 60 pour tester le niveau d'obéissance des Américains. Et dans cette expérience, elle est très intéressante parce que vous avez une phase, vous avez l'élève qui est un comédien, le professeur d'université qui est un comédien, et entre-temps, vous avez la personne qui, elle, pose des questions, et si l'élève donne une mauvaise réponse, elle doit donner des décharges. Et vous avez une grille, la personne a une grille, et jusqu'à 450 volts, on sait que c'est un danger. C'est un danger de mort. Vous mettez cette personne en danger de mort. Et le professeur va vous dire appuyez. Allez, appuyez. Alors, il y a des gens qui disent oui, mais non, il faut appuyer, c'est bien ce que vous faites. Alors il dit un certain nombre de phrases. Veuillez continuer s'il vous plaît. L'expérience exige que vous continuez. Il est absolument indispensable que vous continuiez. Vous n'avez pas le choix, vous devez continuer. Et donc les gens, au fur et à mesure, ont continué. Et Milgram a été stupéfait par les résultats parce qu'il s'est rendu compte que 65% des gens ont délivré des chocs mortels. 65% ont été jusqu'aux charges de 450 volts, juste en leur disant il faut le faire, juste en leur parlant. Ça a été quand même extraordinaire. Donc un être humain peut tuer un autre être humain juste parce qu'on... Par l'autorité. On a obéi à une autorité et ce faisant, c'est l'autre qui m'a dit, moi j'ai fait que suivre. Et on a eu des gens qui vous ont dit, oui, je suis conscient que en vous suspendant, je vous prive de votre salaire, je vous prive de votre vie, mais c'est pas moi, c'est la loi. Et donc, dans Milgram, c'est la même chose. C'est pas moi, c'est le professeur de médecine qui me dit ça. Et de la même façon, vous avez le jeu de la mort qui montrait que, oui, non, mais c'est pas moi. C'est là, on l'a fait dans cette fois-ci avec la télévision. Et à la télé, c'est encore pire. On atteint 80% de personnes capables d'infliger des doses mortelles. Parce que l'animatrice l'a dit, parce que c'est la télé. Donc, ça nous montre l'importance de la télé, du monde scientifique. Donc, quand vous avez les deux combinés ensemble, eh bien, beaucoup de gens vont obéir à cette autorité. C'est comme beaucoup de gens vous disent, maman, moi, je voulais pas me vacciner, mais le docteur m'a dit, moi, vaccinez-moi. Mon médecin m'a dit, un tel m'a dit, j'ai entendu tel professeur. Et donc, là encore, vous donnez votre pouvoir à quelqu'un d'autre. Et c'est ça, la manipulation. C'est de vous faire donner votre pouvoir à quelqu'un d'autre et de de tenter de vous faire poser des actes. Et le souci, c'est qu'une fois que vous avez posé les actes, eh bien, vous rentrez dans l'engrenage. J'ai pris une dose, mon cher, en qu'elle prend 2, en qu'elle prend 3. Je suis déjà pris. Vous voyez, c'est ça. Donc, d'où l'importance aussi d'avoir conscience. Et l'une des armes pour sortir de la manipulation, Milgram l'expliquait, c'est la prise de conscience. Mais il avait remarqué que quand vous avez, dans son expérience, quand vous avez quelqu'un, quand il y a deux personnes de la même autorité qui ne sont pas d'accord, finalement, 0% des personnes ont été jusqu'à 450 volts. D'accord. Donc dès qu'il y a un conflit, donc d'où l'intérêt normalement des débats contradictoires, notamment dans la science, qui devaient avoir lieu, qui n'ont pas eu lieu,
qui aurait permis effectivement que les gens ne rentrent pas donc dans cet engrenage. Et ce qui permet justement de questionner ça. Pourquoi il n'y a pas eu de débat contradictoire? Et Milgram a montré aussi que quand vous avez dans l'expérience des gens qui refusent, qui résistent, qui refusent, eh bien l'être humain est un être conformiste, lui il a l'habitude d'obéir. Donc s'il voit qu'il a un respect pour l'autorité, s'il voit que finalement il y a un mouvement de rébellion, eh bien il ne va pas le faire. Donc Milgram expliquait aussi que du coup pour convaincre au niveau de l'autorité, il faut convaincre le maximum de personnes. Si vous avez un groupe, une minorité qui commence à grossir, ben finalement plus personne ne voudra bien. Et on l'a vu dernièrement avec les défilés. Une fois que la masse, vous voyez, c'est toujours ça, une fois que la masse commence à changer, ou ce groupe de résistants grossit, eh bien là, après, vous ne pouvez plus dominer parce que les gens n'ont plus peur. C'est aussi ça, quand vous êtes dans la résistance, c'est que vous n'avez plus peur. Et donc, la manipulation fonctionne sur la peur. Et c'est pour ça qu'on vous passe tous ces messages angoissants, que vous allez faire vos courses. Il faut que vous soyez plongé dans la peur. C'est vrai, dès qu'on essayait de donner une bonne nouvelle, ils ont appelé ça les rassuristes. Ils ont appelé ça les mouvements rassuristes, alors qu'on voulait juste apporter un petit peu d'espoir aux gens, quand même, pas qu'un avenir sombre, en fait. Mais c'est vrai qu'ils étaient calés sur ça va mal, ça va mal, ça va mal et ça va mal. Ben, ça vous met dans un état d'anxiété, dans un état de peur, et donc vous êtes dans la peur, dans l'anxiété. D'ailleurs, Mathieu Desmet expliquait ça, pourquoi dans les sociétés, pourquoi ça fonctionne l'hypnose de masse, c'est dans des sociétés où il y a beaucoup de peur, il y a une agressivité passive, et donc les gens sont dans un état tellement d'anxiété et de peur qu'ils vont prendre un objet, on va leur donner justement, voilà, il y a le problème du Covid, ben voilà, on a la solution, c'est la vaccination. Et donc les gens vont transférer leur anxiété vers ça, et pour eux, ça sera le salut. Et on le voit en Afrique, ça n'a pas fonctionné, parce que peut-être les gens sont plus joyeux. C'est que les gens sont plus joyeux, ils ne sont pas dans cet état d'anxiété, le fait qu'il y a la famille, il y a les liens. Alors, ils ont d'autres problèmes qui on conçoit le monde de... Oui. Haïti, ça n'a pas fonctionné non plus. Et on a remarqué, effectivement, dans les pays pauvres, ça n'a pas fonctionné. Il y a aussi le fait que c'était moins intéressant pour les films, donc on n'avait peut-être pas besoin de mettre autant de... Apparemment, il y a une corrélation entre la corruption et les taux de contamination et les taux de décès dans les pays. On a remarqué, en tout cas, j'ai vu une étude qui a été faite sur 68 pays, donc ce sont souvent dans les pays les plus riches où il y a eu le plus fort taux de vaccination et donc le plus fort taux de contamination. Et dans les pays pauvres, en fait, on a traité avec des remèdes traditionnels ou avec des médicaments pas chers. Donc oui, ça a joué beaucoup. Et vous avez d'ailleurs un auteur, Kamra Abbasi, qui en avait parlé dans un article du British Medical Journal, qui expliquait comment le Covid-19 avait révélé une corruption systémique entre le monde politique, le monde de la science et le monde pharmaceutique. Et donc cette corruption-là avait entraîné des décès. Avait entraîné des décès, avait entraîné de l'épidémie, et puis des dommages collatéraux. Quand on pense à toutes les entreprises, à tous les restaurateurs, il y a plein de restaurateurs aujourd'hui qui meurent, entre guillemets, parce que ils ne peuvent plus continuer leur travail. Tous les gens qui avaient tout le monde de la nuit, les sociétés du spectacle, les associations pour une maladie dont le taux de survie est de plus de 99%, dont il y a des traitements précoces qui fonctionnent. Je pense que l'histoire jugera très sévèrement les gouvernements et les personnes qui ont œuvré dans ce sens-là. Et bon, je pense que ça sera aussi l'occasion pour nous de se re-questionner pour ne plus se faire manipuler comme on a été... on pourrait penser, 1945, c'est pas si loin que ça. On aurait pu penser que l'être humain aurait pu être un peu plus végatif quant à l'émergence de ce genre de politique. Et pourtant, non. Et pourtant, on est censé être plus éveillé, plus... Mais justement... Ça vous montre à quel point finalement l'être humain est fragile et à quel point que si vous n'avez pas conscience, on peut vous manipuler, et on l'a vu avec la peur, avec l'isolement, avec la télévision, avec l'autorité, et avec la pédagogie. On vous apprend en fait à obéir depuis petit. Donc s'il y a une autorité médicale, un professeur de médecine qui vous dit c'est ça et pas autrement, des fois les gens ne vont pas se questionner. Et je pense que c'est aussi l'occasion pour nous de reprendre le contrôle, de reprendre le pouvoir. Moi, je dis qu'il faut profiter de toutes les crises pour saisir les opportunités de grandir. Donc de se dire, finalement, qui compte le plus, moi ou le médecin qui passe à la télé, qui est plein de conflits d'intérêts? Moi, comment je vois ça? Comment je me sens à l'intérieur avec ça? Qu'est-ce que ça résonne en moi? Est-ce que j'ai envie de confier encore mon pouvoir à des gens qui me mentent
tout le temps et c'est flagrant, est-ce que j'ai pas envie de récupérer ma souveraineté? C'est peut-être aussi l'occasion de dire, je récupère, c'est mon corps. Je récupère ma souveraineté, je me renseigne, je reprends mon libre arbitre, je reprends mon pouvoir. Et je sors de la peur. Une fois que vous sortez de la peur et que vous vous connectez au courage, le courage c'est relié à l'énergie du cœur. C'est une énergie extrêmement puissante. Une fois que vous vous reconnectez à ça, on ne peut pas vous manipuler comme ça. Vous reprenez le contrôle. Et donc, du coup, ça permet en fait, alors moi j'essaie toujours de tirer le positif dans le négatif, ça permet de dire, cette expérience-là, j'ai confié mon pouvoir à des personnes, finalement ils ne me représentent pas comme je le veux, finalement je leur ai fait confiance, ils ne sont pas des surhommes, finalement je reprends mon pouvoir. Finalement je reprends ma souveraineté et je sors de ce schéma de peur et finalement je ne veux pas de ce monde-là et je m'oriente vers un autre monde. Quel monde j'ai envie de vivre? Et c'est se poser des questions, est-ce que j'ai envie de vivre dans ce monde où on a peur les uns des autres? Je rappelle que les virus et les bactéries existent bien avant l'homme. Je rappelle que notre corps est composé de bactéries qui nous aident, de virus, et qu'il y a un équilibre. Donc on ne peut pas déclarer une guerre à un virus, parce que c'est comme si déclarer une guerre à nous-mêmes. C'est un peu ce qui s'est passé. Voilà. Et avec l'échec que l'on voit, pourquoi on ne vivrait pas en symbiose, en harmonie avec la nature, avec les bactéries, les virus qui nous composent? Je suis rempli de bactéries, mes mains, ma peau, mes intestins. Donc c'est de se rappeler de qui on est. Est-ce qu'on est un être déconnecté de la nature ou est-ce qu'on fait partie de la nature? Et donc c'est de se re-questionner. Et moi, cette crise-là, comme beaucoup, ça nous a permis de nous re-questionner sur le sens de la vie, sur nos valeurs humaines, sur ce qu'on voulait faire vivre à nos enfants. Est-ce que c'est ça qu'on veut faire vivre à nos enfants, qu'ils soient masqués pendant 8 heures par jour, qu'on leur fait faire des tests PCR à chaque fois, qu'ils ne veulent pas à l'école? La plupart des enfants aujourd'hui vous disent, j'ai pas envie d'aller à l'école, j'aime pas l'école. Se poser des questions, est-ce que c'est ce genre d'école qu'on veut pour nos enfants? Est-ce que c'est ce genre de monde où on ait peur de tout, on se lave, on se passe les mains toujours avec du gel hydroalcoolique? Est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est se poser ces questions-là et de se dire, si c'est pas ça que je veux, comment j'incarne ce que je veux? Et comment je sors de la peur? Et le manipulateur, une fois que vous sortez de la peur, il n'a plus de prise. C'est fini. On ne fait rien sans le consentement de quelqu'un. Son pouvoir s'éteint. Et moi, je dis chapeau aux soignants, à tous les professionnels de santé qui sont soumis à l'obligation vaccinale qui ont dit non. Parce que ça coûte de dire non. Ça fait 3 mois, il y en a qui n'ont pas de salaire. Mais ils disent non, ils tiennent bon. Et moi, j'appelle notre population à être solidaire avec eux, à les aider. Vous pouvez faire des dons, parler de la mutualité, aux abîmes, aller au piquet, au CHU, au CHBT, aller les soutenir. Parce que ça prend du courage d'être en accord avec ses convictions, d'être cohérent avec son être et de dire, moi, j'ai dit non et je vais jusqu'au bout. Ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de courage. Clairement. Donc, chapeau bas pour eux. Merci beaucoup, en tout cas, Pamela Aubertan, d'être venue sur ce plateau ce soir, nous parler effectivement de cette manipulation des masses. C'est toujours bien de savoir à quoi on est exposé, mais effectivement, la clé reste sur le consentement, puisque si vous n'êtes pas d'accord et que vous ne validez pas bien une loi ou un principe, bien, il ne peut pas être mis en application. C'est pas plus compliqué que ça. En tout cas, chers téléspectateurs, on espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. La tranche info revient demain à 18h30. Une bonne soirée à vous. Bisous, bisous. Et notez qu'avec tout ce qui s'est passé, effectivement, Emmanuel Macron est sans doute le pire président de la République de tous les temps. La période Covid reste gravée dans les esprits et c'est sans compter les scandales à venir dans quelques années. 2 ans de coercition, d'obligations, de contraintes, de mesures absurdes sous couvert de révolution scientifique avec un vaccin tout puissant, 2 ans de mensonges, de gabegie financière avec 400 milliards d'euros dépensés pour une maladie qui a moins tué que la gestion de crise en elle-même, 2 ans sans débat contradictoire où des spécialistes et experts en santé ont littéralement mis leurs confrères au banc de la société comme des parias complotistes. Tout ça, ça doit se payer à un moment donné.